Je tombe souvent sur des gens qui viennent vers moi en me disant: «Le SEO, c'est nul, les mecs sont nuls, ils savent pas bosser, nin nin nin». Je dis: «Bon, on va regarder quand même» et ils me disent: «Non, mais tu peux faire un audit, tu trouveras rien, il y a 4 personnes qui sont passées dessus». Bon, je fais l'audit, évidemment, on trouve des choses. Et tu es surtout le fondateur d'un événement qui s'appelle le SEO Summit. Et cette année, c'est au Parc des Princes. C'est un bon point que tu soulignais tout au début, tu vois, cette idée d'aller chercher. Ouais, j'ai un problème peut-être de structure de site, nin nin nin. Non, ton contenu il est juste pourri et tu lui en as généré 300. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Position Zéro, épisode un petit peu spécial puisqu'on accueille aujourd'hui Elliot Bobier, que vous avez déjà vu pour les fidèles de la chaîne, les fidèles du podcast en général. On va de toute façon représenter Elliot, on vous invite à aller voir l'épisode qu'on a déjà tourné avec lui, le premier en description, mais là on a envie d'en parler un petit peu plus spécialement puisqu'il organise un événement qu'on adore, auquel on sera présent avec Thomas, qui se déroulera le 14 octobre, jour de mon anniversaire pour information, qui s'appelle le SEO Summit. On va en reparler tout de suite. Avant ça, petit tour de table. Déjà, Thomas, dis-moi, comment tu vas? Écoute, ça va très bien. Je disais en intro, Elliot, qu'on a tous des styles différents. Il y en a un en t-shirt, les deux autres en fil, donc on est sur des méthodes différentes, mais tout va bien. Hâte de revenir en métropole là dans un mois pour tous vous revoir, hâte de participer à cet événement et bienvenue Elliot pour cette seconde édition. Tu es d'ailleurs la première invitée Position Zéro à passer 2 fois sur cette chaîne. Bravo à toi. Eh ben, merci. Comment tu vas? Bonjour tout le monde, bienvenue. Ouais, ouais, nickel, ça roule, on est en pleine préparation du summit, mais ça fait plaisir. Puis merci pour l'invitation, encore une fois, parce que ouais, la première fois, on avait tourné, sur Paris dans un studio, c'était hyper sympa et là, à nouveau, donc merci à vous. Un très bon épisode, on va le remettre en description avec Thomas. Bon, sinon, vous regardez sur la chaîne ou dans la liste des épisodes, qui d'ailleurs, je regardais ce matin, fait partie des 5 épisodes les plus écoutés, avec plus de 5000 écoutes sur l'épisode. Donc, sachant que les écoutes, quand même, c'est des écoutes assez longues en général. Les gens écoutent une Ouais. bonne partie du podcast. Donc, bravo à toi, Elliot, et merci. C'est tellement riche, il y a tellement de sujets abordés sur cet épisode, je crois que c'était sur la saison 2. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Ouais, c'est ça. On va mettre le lien dans la description, sinon vous pouvez toujours le retrouver avec tous les autres fabuleux épisodes sur Position Zéro. Et on va pouvoir démarrer. Exactement. Elliot, du coup, je vais dire 2-3 mots sur toi et puis après, je te donne la parole. Donc, toi, tu es un entrepreneur SEO multicasquette, donc tu as ton agence SEO. C'est pour celle-là, c'est pour parler de ça un peu qu'on t'avait fait venir sur la première saison. Tu as d'autres entreprises, tu as même une entreprise de print on demand dont j'ai été client à un moment, on en avait parlé dans l'épisode. Et tu es surtout le fondateur d'un événement avec ton associé qui a lieu depuis quelques années maintenant, qui s'appelait initialement la SEO by Night, qui maintenant s'appelle le SEO Summit, qui se déroule depuis 2 ans à Paris. L'an dernier, c'était au Grand Rex et cette année, c'est au Parc des Princes. Elliot, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de cet événement qui se déroule du coup le 14 octobre? Donc, la publication de cet épisode va se faire avant l'événement, donc vous pourrez acheter votre billet. Il y aura un petit lien en description. Mais parle-nous un peu de cet événement, de qui tu as décidé d'inviter et puis dis-nous tout ça. Et bah, oui, effectivement, on a démarré en 2017 en s'appelant le SEO Summit. L'idée était un peu de parler des techniques Black Hat, et avancer, dans le SEO, et au fur et à mesure, on s'est mis à adresser et à intéresser surtout une communauté, plus, marketing, on va dire, donc traffic manager, responsable acquisition, head of acquisition, responsable SEO, SEO in-house ou consultant SEO freelance ou en agence. Et donc on s'est adapté, si tu veux, au public et aux sujets qu'on peut traiter et aussi au métier puisque, bon, bah, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des nouveaux types de moteurs qui sont des moteurs génératifs. On est arrivé de ChatGPT, que ça soit pour la production de notre travail ou que ça soit dans la manière dont les gens recherchent en ligne, ça bouge énormément. Et l'enjeu, si tu veux, de ce sommet du SEO, c'était de réunir les meilleurs experts qui ont énormément de faits de R&D, qui ont les techniques du moment, qui ont compris un petit peu comment ça fonctionne, ou si on ne sait pas exactement comment ça marche, au moins d'amener de l'eau au moulin et de se dire, bah, voilà où on en est en termes de R&D. L'idée, c'était de les réunir en un seul endroit, donc le Parc des Princes. Je vais revenir à plus après pourquoi pas le Grand Rex une deuxième fois, mais dans le Parc des Princes, donc on a un peu plus de 40 experts sur 37 conférences, 4 salles en parallèle, et c'est des salles thématisées où on a de la technique, du content marketing, du netlinking et une partie plutôt moteur génératif, et nouvelles tendances. Voilà, donc l'enjeu, c'est de réunir des gens un peu black hat, on va dire, comme du Paul Sanchez ou Alan Kladix, des gens qui ont fait beaucoup de R&D sur les moteurs génératifs. Tu vois, il y a Olivier Dufay, Olivier de Segonzac, il y a
par exemple Alexis Rilko, Alban Renard de chez Cybercité. Voilà, c'est des gens qui bossent en agence, qui ont de la R&D. Michael Priol qui a beaucoup bossé sur l'avenir du netlinking, notamment ce qu'on peut en faire. Donc, pas que du SEO, puisqu'on parle aussi copywriting avec Célim, il y a aussi Charles Barra sur la partie copywriting, Nelly et Camille qui sont aussi sur la partie rédaction de contenu, ok, optimisé, mais qui vont aussi convertir, tu vois, dans la partie aller plus loin, du contenu pour les réseaux sociaux, comment tu travailles l'audience, les niveaux de conscience et tout. Donc, c'est vraiment assez large et c'est un peu tous les sujets que tu dois connaître en 2026 pour bien aborder le SEO. On va les traiter ici, on va les toucher du doigt et après, vous saurez sur quoi vous pouvez bosser au fur et à mesure de l'année, quoi. Super, ben, on a hâte d'y être, on va vous mettre tout le détail dans la description. Surtout cette année, c'est dans un lieu qui nous marque beaucoup avec Lucas, parce qu'on est tous les deux des fans de foot, et on est content de pouvoir venir assister à cet événement en Team Position Zéro complet. Donc merci beaucoup de créer ça et de rassembler autant d'experts dans un même endroit, c'est vraiment une super initiative. Mais c'est cool, avec plaisir. Et puis merci d'être là encore. Vous allez tourner plusieurs épisodes de Position Zéro. On va pouvoir vous retrouver directement sur place. Toi, Thomas, tu seras sur le stand de Planet Hoster aussi. Tu as une conférence. Lucas, bon, toi, tu seras un peu partout aussi. Donc les auditeurs vont pouvoir vous retrouver, quoi. Exactement, et ça c'est vrai. Donc nous on sera là toute la journée, on tournera des épisodes et puis en plus on sera après un peu en vadrouille. Et je trouve que c'est quelque chose enfin je l'ai répété plusieurs fois sur plusieurs épisodes, vraiment aller à ces conférences SEO. En plus là c'est pas que du SEO, c'est tous les sujets qui nous concernent. Et je sais que moi mes premières fois ça a été, enfin ça m'a ouvert les yeux quoi. Mon premier événement c'était un NDD Camp qui est en plus un événement gratuit et ça m'a ouvert les yeux sur plein de nouveaux domaines. Ça te fait rencontrer énormément de monde. Franchement, aller à ces événements, et on a de la chance en France d'en avoir beaucoup, d'en avoir vraiment beaucoup. Il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus grands que nous où il n'y a pas autant d'événements et une communauté aussi dynamique. Donc profitez-en du fait qu'il y a des gens comme Elliot qui organise ça ou Thomas qui organise le sien un peu plus loin à La Réunion. Mais vraiment profitez-en et allez à ces événements. Et l'ambiance, en tout cas moi ce que j'ai vécu était toujours vraiment bienveillante. Donc n'hésitez pas. Trop hâte. Ouais, c'est vraiment c'est le côté réseau, si tu veux, rencontrer d'autres personnes, discuter, tes futurs associés, tes futurs partenaires, des futurs prestataires, des futurs clients. On ne sait pas, mais ça commence par discuter, par échanger et beaucoup de personnes que vous voyez aujourd'hui se sont rencontrées à des événements, tout simplement, quoi. Super. Bon, Elliot, on a quelque chose à t'annoncer là. On lance officiellement la saison 4 de Position Zéro. Les épisodes au Parc des Princes, d'ailleurs, en feront partie. Et on a décidé d'innover un petit peu, notamment sur les formats de ce podcast. Donc, on nous a longtemps connus sous nos 5 formats clés. On en a modifié un et tu vas être le premier officiellement à y passer aujourd'hui. Ça s'appelle la boîte à outils, qui remplace du coup le pain sur la planche. Qui était un format initialement qu'on avait sur Position Zéro. Et l'idée, c'est vraiment d'aller creuser un petit peu cette fois-ci les outils qui sont utiles à ton quotidien, que ce soit en SEO, pour l'IA, Géo, etc. Le but, là, c'est que tu nous donnes un outil incontournable que tu as découvert cette année et que tu aimerais aborder aujourd'hui. Pour du SEO uniquement ou à mon quotidien, Ce que tu dans veux. tout ce que je fais? Ce que tu veux. Bah, dans tout ce que je veux, c'est clairement Zenoposter. C'est un vieil outil, hein. C'est pour Ouais, les vieux, ça. c'est vrai. Mais ouais, pour les plus anciens, pour ceux qui connaissent, outil d'automatisation, mais de ton navigateur, qui fait tout, clairement, qui fait tout. Très, très compliqué à maîtriser parce qu'il faut à la fois des logiques de dev, à la fois toucher à pas mal de types de langage parce il fait du natif Windows, mais il fait pas mal de choses aussi. Et en fait, mon point par rapport à ça, c'est qu'avec le low-code, le no-code, des API qui sont maintenant des MCP, des N8N qu'on peut faire tourner et tout ce qui est par API peut être spammé facilement. Donc là où avant, tu venais scanner des fiches Google My Business en bulk et tu pouvais récupérer des numéros de téléphone, mais c'était que quelques outils qui le faisaient. Maintenant, en 10 minutes ou une demi-heure sur N8N, tu peux te faire la petite routine. Donc en fait, tous les outils sont un peu spammés. Par contre, le seul moyen de ne pas se faire détecter, c'est d'utiliser ton navigateur comme si tu étais derrière. Il y a très très peu de réseaux sociaux ou d'outils ou d'autres qui peuvent te détecter et qui ont pensé à résister à ça. Donc ça permet d'avoir encore une longueur d'avance sur les gens qui vont soit utiliser du plugin Chrome, soit du process N8N API, quoi. Et tu peux clairement tout faire, que ce soit des Google Suggest, que ce soit voilà, même prendre des data,
les mettre dans un modèle LLM, Claude, ChatGPT ou autre, venir les récupérer, les poser dans un Google Sheet. Qu'autre chose vienne faire des process Google Sheet, de prendre de la data, récupérer sa data, la mettre ailleurs. Voilà, c'est vraiment l'outil sur lequel je suis tous les jours en ce moment. Et Google Suggest, tiens, je pense que ça va être un exemple un peu black hat, mais est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais avec Zenoposter et ce que ça te permet de faire? Ouais, tu vas taper un mot-clé, tu vas chercher de la longue traîne, par exemple, je sais pas moi, réservation hôtel, Paris, voilà. Tu vas faire espace A, espace B, espace C et tu as une petite liste de mots, qui vont sortir parce que réservation hôtel Paris, si tu arrives à S, ça va faire réservation hôtel Paris, salon de l'agriculture, par exemple. Réservation hôtel Paris, porte de Versailles. Mais en fait, tu vas trouver toute la longue traîne. Donc au début, tu peux taper qu'une seule lettre, A, mais tu aurais pu aussi taper, SAL et il va te sortir tous les salons. Donc réservation hôtel Paris, salle, SALO, salon, il va te sortir tous les salons, salon de l'agriculture, salon du truc, salon du train, salon du machin. Et en fait, tu récupères cette donnée-là et tu la stockes dans une base de données, dans un tableur quelconque, ce qui nécessite d'avoir différents proxys, de reload, voilà, tu as tout un process, hein, ça se fait pas en une minute. Mais là où des outils te facturent ça très cher, notamment il y a un très bon outil SE-Ranking qui le fait, mais comme c'est compliqué à scraper et que je connais bien le problème avec l'outil Yuda, que le scrap est très compliqué, en fait, il le facture assez cher. Donc une fois que tu as ce template-là, pour n'importe quel client, tu peux lui trouver de la longue traîne. Et puis après, tu fais tes process pour savoir si tu vas créer de la cannibalisation, si tu as un risque de cannibalisation avec tes mots-clés ou autres, mais tu sors des listes de mots-clés qui sont nulle part ailleurs. Parce que SEMrush ne va pas aussi loin, les bases de données, que ça soit des bases à Href, Yuda ou n'importe quel outil, tu ne peux pas aller scraper jusqu'à cette donnée-là. Tu restes sur les mots-clés que 80% des gens vont utiliser, quoi. Et voilà, c'est un exemple tout bête, mais tu laisses tourner ton template une nuit, par exemple. Une fois qu'il est solide et robuste, le lendemain matin, tu te retrouves avec tous tes mots-clés longue traîne pour ton client, quoi. Pratique. Effectivement, et puis il y a tellement de tutos sur cet outil, sur YouTube, c'est tellement complet, tu peux faire tellement d'intégration que si vous cherchez, vous avez la moindre problématique, il suffit de taper le nom de l'outil, votre problématique, et il y a forcément un tuto Ouais. sur le sujet, donc vraiment hyper complet. Ouais, après, sur des trucs un peu pointus, c'est compliqué, parce qu'il faut savoir quel problème tu veux résoudre, mais toi, tu vois juste un truc qui marche pas, donc c'est un peu compliqué et souvent, c'est le code qui te donne en russe, enfin un peu flippé parce que tu as des commentaires en russe derrière et du coup, tu te dis: «Ouais, je vais exécuter un truc sur ma machine qui est pas très catholique, je sais pas ce que le mec a mis dedans», donc c'est un peu hardcore, quoi. Mais il y a une très, très bonne communauté, tu vois? Je vais encore oublier son prénom parce que je suis très mauvais, mais bon, Stéphane Madaleno est vraiment une brute sur Zenoposter. Tu as le comptable de Nice, qui s'est mis à Zeno et qui fait du SEO aussi de manière très énervée, qui l'utilise, mais vraiment, et ils sont même plus à du Zeno, ils sont à la version Zenoposter sur Android, sur smartphone, parce que tu peux automatiser aussi plein de tâches sur ton Android. Donc voilà, ils sont, je pense, à un niveau bien, bien plus expert et avancé que moi, mais déjà, tu vois, moi, c'était Frédéric Zibet qui, à l'époque, m'avait formé à Zeno, puisqu'on faisait des manipulations de résultats sur Amazon pour, sur une catégorie de produits, arriver à le faire remonter dans cette catégorie-là. Tu vois, sur n'importe quel moteur basique comme du YouTube, par exemple, tu manipules assez facilement, ou du eBay. Tu vois, je parle même pas d'eBay Booking. C'est tellement tellement un peu simple leur algo qu'au final, tu peux manipuler assez basiquement, quoi. C'est un bon point que tu soulignais tout au début, tu vois, cette idée d'aller chercher l'ultra longue traîne, d'aller trouver vraiment des idées de mots-clés comme ça avec les Google Suggest où tu peux aller très très loin. Et c'est vrai que si tu le fais à la main, bon, tu mets ton S, ton A, ton L, ça peut vite te prendre beaucoup de temps si Ah tu oui, écris oui, que salon. c'est un temps Ouais, pas possible, ouais. totalement, totalement. Ouais, très bien. Pour info aussi, une petite technique là-dessus. Alors, c'est pas pour Zenoposter, mais moi, je l'utilise pas mal pour Make. C'est qu'en fait, je me suis créé un GPT personnalisé où je lui ai donné, en gros, les guidelines de l'outil ou des exemples et autres. Et maintenant, je lui demande de me donner le code JSON. Comme ça, je peux l'importer directement sur Make. Je lui dis, je vais automatiser ça et ça. Essaye de me donner le code JSON. Et honnêtement, ça marche assez bien. Moi qui ne prends pas toujours le temps de pousser sur ces outils. Alors Make ne va pas aussi loin que Zenoposter sur certaines choses, mais en tout cas, je pense que c'est des choses aussi qui peuvent se tester un petit peu, quoi. Ouais, complètement. Tu parlais aussi, puisque Auguste avait formé, a formé lors du séminaire SEO au mois de juin. On avait fait 2 jours de formation intensive. On avait un atelier sur Zenoposter et notamment, il s'est fait un GPTs personnalisé où il a mis la doc de Zeno. Il a scrapé plein de ressources sur Zeno et il pose des questions à son GPT et il lui sort la doc pour lui expliquer: «Voilà, j'aimerais faire tel truc, fais-moi le guide pas à pas», et il t'explique,
comment faut, voilà, donc avec des erreurs, avec les problèmes que l'IA a, mais tu as un tuto pour apprendre cet outil beaucoup plus facilement, quoi. Totalement. Très bien. Je pense qu'on va passer à la suite. Donc, comme on l'a dit, on va passer à la roulette du SEO. Le principe de la roulette du SEO, c'est qu'on tire des questions au sort. Donc, Thomas et moi, on l'a fait juste avant qu'on commence ce podcast, parce qu'on ne pourrait pas tirer comme on est à distance là aujourd'hui. La première question sur laquelle toi tu es tombé, c'est: est-ce que ChatGPT va devenir un canal d'acquisition important en 2025 ? Et si tu penses que oui, je pense, qu'est-ce que tu conseilles et comment faire pour te positionner sur ces nouveaux moteurs d'IA dont tu as parlé en introduction ? Alors 2025, je pense pas, c'est encore tôt. En fait, l'IA a un gros problème, c'est quand elle répond, vu que elle répond par statistique, la probabilité du mot d'après, même en lui donnant une base de données, tu as quand même des erreurs. Donc, et en fait, il y a une énorme communication, pas sur tout ce que l'IA fait de bien, mais dès que l'IA se trompe. Et vu qu'on lui demande énormément de ressources, évidemment qu'elle va se tromper de plus en plus, parce que la masse de demandes augmente, et donc statistiquement, elle va se tromper un peu plus. Tu vois, je reprenais le cas des influenceurs qui se sont retrouvés bloqués en Australie ou je sais pas où parce que ChatGPT leur avait dit qu'il fallait pas de passeport. En fait, il fallait un passeport. Donc, évidemment, qui se fie juste à la réponse de ChatGPT mais ne va pas vérifier sur des sites officiels et tout, sites de l'État, machin, c'est ce sens critique qui manque. Donc, l'IA te répond et te donne des erreurs. Tant que ce problème ne sera pas résolu, et c'est compliqué de le résoudre puisque c'est le mécanisme même qui fait qu'il y a un problème, est-ce que les gens vont faire confiance ou pas à ce que l'IA donne ? Si oui, ça veut dire que l'IA ne sera pas utilisée que comme des outils SEO, mais sera utilisée aussi comme search, dans le search marketing. D'un point de vue, je pense que oui, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que demain, au lieu de taper sur Google, de plus en plus de gens taperont sur Perplexity, Claude, ChatGPT. Aujourd'hui, les petits geeks comme nous le faisons, mais le commun des mortels, ils demandent des black belges à ChatGPT ou ils lui font faire des bêtises et c'est tout. Tu vois, ils ne vont pas pousser ce côté search. Donc, 2026-2027, probablement que oui, la recherche d'acquisition, le pourcentage d'acquisition et d'utilisateurs va augmenter. Rappelons-nous quand même des gens qui nous avaient vendu le vocal comme étant quelque chose de révolutionnaire sur le SEO. Il suffisait de discuter 1 minute avec Alexa pour s'apercevoir que le truc était complètement teubé et qu'en fait, ça n'a pas avancé. Donc, tu vois, il y a quand même une question, est-ce que la technologie va ? Si oui, ce qui probablement a l'air va arriver, ça va devenir un canal d'acquisition et il faudra y travailler. Il faut comprendre un peu le mécanisme justement, on en parlera avec Sylvain Perronnet au SEO Summit, il faut comprendre un peu le mécanisme. Un ChatGPT, un Claude, un Perplexity ne sont pas des crawlers. Ça veut dire qu'en fait, eux vont formuler une réponse sur la base de données qu'on leur a fournies. Soit ils utilisent les données que l'entraînement a utilisées pour entraîner le modèle, donc des énormes bases de données. ChatGPT avait d'ailleurs pillé le web, et pas que le web, les livres, tout avait été scanné sous couvert de la recherche scientifique. Et en fait, c'est utilisé pour être vendu et en faire un outil derrière. Donc voilà, il y a plein de choses qui ont été scannées sur les droits d'auteur, plein de bouquins, plein de trucs, mais ça aide à la base de connaissances globale. Donc, quand l'élément ne sait pas, on va lui dire va chercher des infos. Où est-ce qu'il va chercher des infos ? Il lui faut une liste de sites web. Google est le meilleur des crawlers au monde. Il sait très bien crawler et classifier les infos, virer le spam, garder uniquement ce qui est entre guillemets qualitatif. Et je dis bien entre guillemets. Donc en fait, il faut que le LLM, le modèle de langue, il ait un crawler. Il y a plein de crawlers. Common Crawl est un crawler. Wikipédia est une source de crawl, par exemple. Wikidata est une source de crawl. Donc il faut bien différencier les crawlers des sources de crawl. Et une fois qu'on a ça, on a une réponse qui est générée. Bon, ça veut dire qu'il faut être dans la réponse pour potentiellement être cité. Mais ça veut encore une fois dire, quand on avance dans les étapes, c'est pas parce que ton site web ou ton URL qui parle de toi est utilisé dans la base de données qu'elle va te citer. Donc, tu vois, c'est déjà complexe comme système. Il faut que, pour générer la réponse, le modèle interroge un peu le web, qui ne se base pas que sur son modèle initial. S'il interroge le web, il faut que tu sois cité dans les réponses. Et même si tu es cité ou utilisé comme source, il faut que le modèle te cite en sortie. Tu vois, et comme il n'y a pas de modèle économique aujourd'hui, puisque l'abonnement ne sera pas un modèle, je pense, viable sur le long terme, on va certainement mettre de l'ADS. Et à partir de là où tu auras de l'ADS, c'est un peu déjà ce que fait ChatGPT. Ils ont fait un deal avec PayPal. Ils ont déjà un deal avec Shopify. Ils vont continuer dans ce genre de deal. Et à mon avis, il y aura une place de marché, marketplace, qui sera au-dessus. C'est ChatGPT, il sera au-dessus d'Amazon, au-dessus d'eBay, au-dessus de tout le monde, au-dessus de tous les sites e-commerce. Et quand tu voudras acheter une paire de chaussures roses en 42 de marque Nike ou je sais pas quoi, il ira te la chercher chez le fournisseur qui lui déclare l'avoir, quoi. Tu vois. Donc je pense que
il va falloir être cité, ces éléments-là. En fait, la réalité, si on veut simplifier le débat de qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, c'est être une marque et qu'on parle de nous sur le web. Point. Mm. Et pour améliorer ça, eh bien, c'est pas compliqué. Il faut qu'on nous cite sur les forums. Il faut que notre marque elle soit citée. Il faut qu'on ait du contenu qui explique, qui classifie, qui catégorise pour genre des top X, des tableaux, des manières de synthétiser les critères de choix, de sélection et de pertinence d'une marque pour que les IA s'y retrouvent. Et si l'IA veut dire que ton prix il est à 99 € et que ton concurrent il est à 102 €, il faut que l'IA trouve facilement que ton prix est à 99 €. Mm. Voilà. Donc, ça veut dire des offres de pricing encore plus claires, des offres de SAV encore plus claires, une présentation de l'équipe, des mappings, tu vois, on va revenir un peu aux bases des pages à propos, des explications faciles de ce que tu fais, de comment tu le fais, pourquoi tu es le meilleur, ainsi de suite. Et donc, de venir répandre ce contenu partout. Et pour ce qui nous concerne, nous, en SEO, on sera plus sur du netlinking qui va être avantage, inconvénient de la machine à laver. Bon, ça a toujours été nul de faire ça, mais ça a été fait. Maintenant, ça va plutôt être de se dire pourquoi Darty est la meilleure marque pour gérer le SAV en cas de problème avec votre machine à laver, quoi. Mm. Et là, tu auras du contenu qui apprend quelque chose à l'IA et l'IA, si elle apprend, va pouvoir te le ressortir. Mm. Donc, c'est quand même assez complexe comme sujet. Entre la première étape où l'internaute commence à taper sa question ou sa requête ou son truc vague, parce que c'est pas très clair, ce qu'il veut des fois, bah en fait, avant que ta marque soit citée en bas et qu'on te dise va sur le site de Intel, il y a quand même un paquet d'étapes. Hein. Ouais. Je pense qu'on peut retenir une phrase que tu as dit qui est tout simplement tu as une marque, il faut être présent partout. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore le Far West, tu vois. Personne peut clairement te dire il faut faire ça pour apparaître dans les. Il y a effectivement des prémices, comme les citations, ça paraît assez logique. Bah, tu vas taper toutes les ressources qui citent, par exemple, on le fait avec PlayPlay, on meilleur outil d'IA, meilleur outil VoiceOver, meilleur outil Subtitle. On se dit, allez, il faut être présent dans tous les tops de la page 1, sur Reddit, sur du forum, sur du Quora, etc. Juste déjà en faisant ce travail-là, d'être un peu présent partout, ben, on va forcément potentiellement améliorer sa visibilité sur l'IA et ça vaut peut-être mieux que beaucoup de hacks qu'on peut voir sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux, effectivement. Donc, bien raison de le rappeler. Et c'est vrai qu'on avait fait une étude avec toute la donnée qu'on avait avec mon outil Query et on s'était rendu compte dans les URL sources qui étaient citées. Donc on avait quand même je crois que c'était plus de 100 000 prompts qu'on avait à l'époque, c'était il y a quelques mois. Donc là, je pense qu'on est largement au-dessus si on refaisait l'étude. Et en fait, tu te rends compte que sur les URL citées, t'avais plus de 40% des URL qui dedans avaient le terme meilleur, top ou ce genre de choses. Parce qu'en fait, c'est des URL qui sont faciles à consommer. C'est aussi des choses, je pense, que les gens potentiellement vont aller demander parce que tu vas aller utiliser l'IA un peu pour t'aider à ta décision. T'as regardé un peu déjà des produits, t'as utilisé Google, t'hésites un peu, tu vas peut-être aller t'aider un peu de l'IA, quel est le meilleur, je ne sais quoi. Et puis derrière, l'IA utilise ce genre de contenu qui marche assez bien et qui correspondent au fait de... Je suis d'accord avec toi, mais il faut faire gaffe à la relation de cause à effet. Ces URL-là remontent parce que beaucoup d'utilisateurs ont tapé meilleur, top X ou alternative ou versus. Et je ne suis pas convaincu que ces utilisateurs-là ne soient pas tous les concurrents qui se cherchent mutuellement l'un l'autre. Tu sais, comme la requête consultant SEO plus ville, personne ne tape ça en fait. Il n'y a que les consultants qui, entre eux, chaque jour tapent pour voir s'ils sont 1 ou ils sont 10. Donc en fait, je pense qu'il y a aussi un côté biaisé où beaucoup de gens testent, cherchent. Il y a beaucoup d'automatisation comme beaucoup l'ont fait comme toi sur automatiser des requêtes sur les IA. Donc je pense qu'il y a pas mal si ta requête demande top quelque chose ou meilleur, forcément que l'URL qui est citée, c'est plutôt du meilleur ou du top. Donc oui, ça c'est clair que ça marche, hein, c'est indiscutable. Mais je pense qu'il faut encore pas prendre exactement comme l'a dit Thomas pour argent comptant tout ce qui est donné aujourd'hui parce que on n'est qu'au début, on n'est pas à l'abri que demain il ne reste qu'un seul modèle de langue comme Google a écrasé Lycos et Yahoo typiquement et Bing. Hein. On voit d'ailleurs que c'est assez chaud parce que Microsoft qui a investi dans OpenAI n'utilise même plus Bing. Hein. Ils vont sur Google. C'est Alexis Rilko qui avait démontré le moment où ça a switch en termes de résultats, et d'autres bases de données. Attention, ils n'utilisent pas que Google, mais quand ils ont besoin d'aller voir le moteur de recherche, c'est pas Bing. Pourtant, Bing, c'est Microsoft. Ça, c'est chaud quand même. Tu te dis, tu es dans ta propre entreprise, n'utilise pas ton outil. Ils te disent d'aller utiliser l'outil du concurrent. Ouais. C'est fou. Voilà. Donc, je pense que les choses peuvent quand même changer rapidement et qu'on doit comprendre aujourd'hui, on doit faire de la R&D. Mais qu'il faut quand même prendre un petit peu avec des pincettes les choses en se disant ok, ça peut changer, évoluer. Et de toute façon, les marques sont pas prêtes à mettre des budgets colossaux là-dessus. Elles sont prêtes à être accompagnées dans le sens où il faut comprendre au fur et à mesure. Mais c'est pas le moment de déployer, si tu veux. Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour déployer une grosse stratégie dessus, quoi. Ouais, un bon conseil, c'est de pas arrêter ce qu'on fait en SEO de base, c'est de garder les efforts SEO classiques et
le fameux Search Everywhere de Neil Patel, quoi, d'essayer d'être présent partout le plus possible et ce sera déjà très bien. C'est ça, et même des stratégies qui marchent très bien, comme l'ultra long train ou autre. En fait, ça marche sur. Enfin, ça va t'aider à te positionner potentiellement sur les deux, quoi. C'est être présent, vraiment réussir à devenir présent partout, quoi. Ouais, et puis l'ultra long trail, elle est hyper spécialisée. Quelqu'un qui recherche voilà, un hôtel pour aller au salon de l'agriculture, c'est hyper précis. Si tu arrives à lui démontrer que ton truc il est juste à côté et qu'il va mettre une minute à pied pour y aller, bah, en fait, il n'y a aucune raison qu'il n'achète pas. Donc, je préfère avoir moins de visiteurs sur des gens hyper pointus que reprendre la dérive un peu des cocons sémantiques où c'était devenu la mode de créer du contenu dans tous les sens et on commençait à créer quel est le prénom du fondateur de la marque machin. Parce que tu étais un e-commerçant qui vendait les produits de la marque machin. Tu vois, ça n'a aucun sens. Si en plus tu ajoutes que c'est généré par l'IA et qu'il te fait 1800 mots ou 2000 mots pour te parler du prénom du type, en fait, il faut pas s'étonner que ça s'indexe pas et que ça pourrit tout ton site. Tu vois, il faut pas chercher midi à 14h. Ouais, j'ai un problème peut-être de structure de site. Non, ton contenu il est juste pourri et tu lui en as généré 300. C'est tout. Ouais, c'est vrai que les choses évoluent vite, même je me rappelle encore de l'époque, on écrivait des guides ultimes de 5000 mots, tu vois, c'est des choses qu'on voit moins aujourd'hui, effectivement, ça évolue, mais faut garder hein, l'essence même qu'on a toujours fait en SEO sur les 3 piliers, et pas forcément chercher à réinventer la roue tout de suite, bien que les choses vont évoluer. Et du coup, ça m'amène à la question 2 de la roulette du SEO. On va du coup plus rester dans le SEO un peu plus pur et dur. Très rapidement, parce qu'on va pas rentrer dans le détail, parce que c'est une question qui peut être sur laquelle tu pourrais parler, je pense, 4 heures facilement. Très succinctement, quelles sont pour toi les étapes clés d'un bon audit SEO? C'est-à-dire que là, tu arrives, admettons, tu vas faire un audit, je sais pas, de 70 pages, mais comment tu vas le structurer? Quels sont les éléments que tu vas regarder en premier et qui comptent pour le client? Bah, je dirais première étape, est-ce que Google peut correctement accéder à ton site? Quand il y accède, quelles sont les erreurs majeures qui remontent? Donc les 404, les problèmes de redirection, d'erreurs, tous ces éléments-là, les éléments qui l'empêchent de rentrer dans la maison, tu vois, si je dois comparer. Une fois qu'il est rentré et qu'il arrive à crawler, bah, est-ce qu'on peut optimiser les placements des pièces ou la manière dont il circule à l'intérieur de la maison pour visiter le plus vite possible? Donc ça va être ton maillage interne et tes contenus. Est-ce que les pièces elles sont propres, bien rangées, bien clean et que tu te projettes et que tu te vois habiter ici? Bah, en fait, est-ce que ton contenu il est optimisé sémantiquement? Est-ce que tu as utilisé les bons corpus pour chaque requête? Est-ce qu'on comprend bien le title? Est-ce qu'on sait de quoi tu vas parler? Voilà, tout simplement. Et puis derrière, c'est un peu est-ce que tu es dans un beau quartier, tu vois? Est-ce que ton quartier il est populaire? Tu as une école à côté, tu as la crèche, tu as le machin. Bah, est-ce que tu as du jus qui est envoyé? Et est-ce que ton site il reçoit assez de netlinking thématiques par rapport à tes concurrents? Tu vois? Et quand tu as fait ça, bah, c'est bête, hein, mais c'est les 3 volets qu'on rabâche depuis 15 ans, 20 ans. Mais oui, c'est ces 3 volets-là. Est-ce que Google accède? Est-ce qu'il comprend bien de quoi tu parles? Et est-ce que ton URL même est populaire par rapport à ce qu'elle dit, quoi? Est-ce qu'elle est citée comme source un peu officielle, entre guillemets, des autres personnes sur le web qui parlent du sujet? J'aime bien l'analogie de la maison. Je trouve que c'est bien imagé. On comprend, quand tu débutes, tu comprends vachement mieux. Ouais, et puis tu comprends le côté technique. Si l'agent immobilier qui te fait visiter à chaque porte, il a pas le trousseau de clés ou il cherche dans ses 10 000 Ouais, clés pour trouver, t'en as marre. Tu te dis, putain, on va jamais finir de visiter la maison, tu sors. Bah, en fait, Google, il fait pareil. S'il y a à chaque truc, une 301, une 4, ah là, je peux pas accéder. Attends, faut que je retourne. Ah là, je suis bloqué. En fait, il se barre, il va voir ailleurs. La salle de bain, elle est en travaux. Ouais, c'est ça, voilà, C'est c'est ça, tous les ouais. trucs, la cuisine, je sais pas, c'est en train de prendre feu, tu vois? Mm. Des trucs comme ça. Le mm. mec, il fait à bouffer la viande, elle fume, sur le voilà. Ouais. Donc tu pas envie de visiter, en fait. C'est vraiment d'être au plus clean, sur tous ces sujets, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est un truc dont tu parlais avant, et ça moi je l'ai beaucoup vu dans les dernières années, c'est que les mauvais contenus sur ton site, donc imaginons que tu as une page, c'est ta salle de bain, elle est en travaux, bah en fait ça impacte l'ensemble de ton site, tu vois, et je trouve de plus en plus, ça devient de plus en plus fort, tu as des Complètement. pages qui sont pas à jour, tu as des vieilles pages, des vieux articles que tu pas mis à jour et autres, ça impacte de plus en plus le reste de son site, je C'est trouve les depuis fameux quelques années. pages zombies d'Olivier Dufay, tu vois, qui en parle lui depuis assez longtemps. Je pense qu'il y a une époque, ça jouait vraiment à l'URL, jusqu'à 2000, j'ai pas de date exacte, mais peut-être jusqu'à 2018-19, c'était vraiment à l'URL. Tu raisonnais URL par URL et à partir du moment où Google est un peu switché vers le côté analyse de l'utilisateur et savoir le comportement, on s'aperçoit de dire ça sert à rien de pousser une marque qui est impopulaire entre guillemets ou de dire bah voilà si le site il a plein de contenu qui intéresse pas l'internaute comme l'internaute il va se balader de page en page sur le site autant que je le renvoie pas sur ce site là quoi. Mm. Donc je pense ouais c'est hyper important mais ce qui a expliqué aussi certains sites qui sont complètement écroulés parce que quand l'IA est arrivée tout le monde a appuyé notamment les SEO sur le bouton comme des idiots de dire générer du contenu vite en masse avec des mauvaises titles avec des contenus tout pourris et après qui comprennent
comprennent pas pourquoi le site il s'écroule. Mais en fait, il faut virer 95%, il faut me mettre ça en 410. Ça veut dire 410, c'est tu dis à Google, ne reviens jamais sur cette URL. Bon, il y revient quand même un petit peu. Mais au moins, tu dire non, j'ai stoppé mon contenu, il n'existe plus, j'ai vu que j'avais fait une bêtise, au revoir, quoi. Ouais. Et c'est un problème que je crois sur trop de sites en ce moment, en fait. C'est une table qu'on pourrait carrément greffer à ce que tu dis, parce qu'effectivement, tu as l'audit du petit site qui n'a pas encore de contenu, mais tu as aussi parfois l'audit du site qui a beaucoup de contenu. Et une première étape, c'est déjà le cleaning, quoi, de regarder ce qu'on va garder, ce qu'on va pas garder, calculer un peu le PageRank, voir s'il n'y a pas des pages qui bouffent tout le PageRank alors qu'elles n'ont rien à faire ici. Rien que faire ce travail de cleaning et juste après revoir ton maillage interne, mais dans 80% des cas, la plupart des sites, que ce soit un SaaS, un e-com ou autre, il va repartir. Mais complètement. Et tu vois, j'ai souvent là le cas alors, comme disons, je suis un peu connu pour être un SEO un peu, pas technique dans le sens la tech, le dev, le code et tout ça, mais un peu technique dans le sens où je pousse assez loin les choses. Je tombe souvent sur des gens qui ont essoré 3-4 agences et qui viennent vers moi en me disant le SEO c'est nul, les mecs sont nuls, ils savent pas bosser. Non, non, non. Bon, on va regarder quand même. Et ils me disent non, mais tu peux faire un audit, tu trouveras rien. Il y a 4 personnes qui sont passées dessus. Bon, je fais l'audit, évidemment, on trouve des choses. Je me pose toujours la question comment d'autres SEO sont passés à côté. Bon, après, entre ce que dit le client, il faut quand même prendre les choses avec des pincettes et tout, parce que imagine, il a pris une toute petite presta à l'agence, il vient dire ouais, telle agence, elle est nulle. Eh bien, attends, ils t'ont proposé le petit audit et le gros audit, tu prends le petit, donc viens pas dire qu'ils sont nuls, tu as pris la petite presta. Donc, prenez toujours avec des pincettes comme ça aussi, parce que les clients savent bien emballer les choses. Mais il n'y a aucun site où j'ai audité où j'ai rien trouvé, tu vois. Par contre, ce que je constate, c'est que de plus en plus, ce que je trouve qui est problématique, c'est quelque chose qui pourrait passer pour un détail et qui, en fait, tout paraît un peu clean. Par contre, il y a un truc majeur qui est mal fait, qui bloque vraiment tout. Et ça rejoint ce que tu disais, Lucas, sur le côté où c'est vraiment l'ensemble du site. Quelque chose qui bloquerait, en fait, ça te bloque des positions, mais vraiment, tu as un plafond de verre et tu ne passeras jamais cette place-là. Là, tu vois, on avait un client sur son mot-clé principal, c'était un problème de cannibalisation. On l'a vu assez rapidement et je lui ai dit, je pense qu'il y en aura plusieurs successivement et ça n'a pas loupé. On en a réglé 5 ou 6 en tout. Parce que d'autres pages revenaient se cannibaliser. Et ils sont passés de 26e à la 4e ou la 3e place. Et ils n'ont jamais vu dans leur carrière, dans l'historique du site, aujourd'hui, arriver à cette place-là, quoi. Donc, en fait, tu gagnes des points avec ton client. Il voit que ce que tu dis, c'est cohérent. Il a envie de dérouler. Il se dit, bon, bah, OK, on a trouvé la bonne personne, le bon truc. Et il y a aussi d'autres agences qui étaient passées sur le sujet. Et le premier truc était de dire, on comprend pas, on a le meilleur contenu du monde, on a des backlinks, on a tout ce qu'il faut, on a un SEO qui nous a dit que tout était génial, c'était super. Voilà, quoi. Donc, c'est vraiment pas pour tirer sur les gens ou cracher ou quoi, mais je constate quand même qu'il y a un peu une baisse de niveau des consultants et des agences. Je sais pas si c'est consultant agence, hein, je veux vraiment pas mettre des gens à dos, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une baisse de niveau un peu généralisée du fait qu'il y a énormément de gens qui se sont mis au SEO et que effectivement, quand tu débutes, tu as quand même besoin d'une petite paire d'années pour voir plein de situations, plein de cas et tout. Et en fait, les trucs un peu basiques sont traités, mais la vraie ressource du problème, elle est pas vue. Et même, ça prend des années aussi d'estimer ce qu'il va falloir pour ce client ou autre, selon le marché, estimer le marché, la concurrence sur le marché. On était obligé de faire des erreurs en fait avant d'y arriver. Complètement. Mais c'est ça où en fait tu payes l'expérience à un moment donné parce que de dire on va passer en revue tous les critères et on va tout optimiser, mais en fait tu peux y passer 10 ans et 500 000 euros. Ok, on va changer l'hébergement. C'est pas l'hébergement, on va mettre des liens. Ah, c'était pas les liens, on va toucher au contenu. Ah, bah c'est pas le contenu. Tu peux tout faire. En fait, justement, là où tu as ce côté feeling et cette expertise, c'est que tu as vu tellement de sites et tellement de situations que tu peux dire ok, il y a plein de choses qui vont pas, mais je suis à peu près sûr que si on résout ça, ça va débloquer des trucs. Et on s'en fiche de la balise alt, on s'en fiche de il y a 2 H1. Je dis pas qu'il faut le faire et que c'est pas important. Je dis que j'ai jamais vu 2 H1 bloquer le ranking d'une page, quoi. Tu vois? Oui, c'est gênant, c'est pas bien, ça peut, mais c'est pas ça qui va te faire stagner en 20e et jamais passer. Je te dis pas que dans un top 3, faut pas l'optimiser, mais voilà, c'est pas, je pense, c'est pas le vrai facteur complètement bloquant de tout. Et ça, c'est de l'expérience et du feeling et ça s'acquiert avec de l'expérience. Donc je ne dis pas qu'il faut 25 ans avant de vendre ta première presta, mais il faut quand même avoir vu un peu de site, avoir déroulé, touché par toi-même, toi. Bon, je sais que tous les 2, vous faites aussi de la vente de liens et de l'édition de sites, donc vous avez un peu vos propres sites. Ça permet de toucher du doigt tout ça et d'essayer des trucs sur tes sites sans rien casser. Après, si tu vas péter le site de Payplay en faisant un test, c'est un peu plus embêtant, tu vois, mais ou de Live Mentor, tu vois, mais toute cette data-là que tu vois, ça t'apprend plein de choses, quoi. Ouais, c'est clair. Et je pense, ouais, ce qui manque beaucoup souvent, c'est la logique de priorisation. Parce que
c'est facile d'arriver et de balancer 200 choses à faire sans logique de prio, et tu as du coup l'effet un peu de la montagne du SEO où tu sais pas par où commencer, tu sais pas par où la prendre, versus le consultant qui arrive, qui te dit ok, on a 6 mois, chaque mois on va mettre en place telle action, et ça c'est vraiment ce qui va compter, ça on va déprioriser, et au moins à la fin des 6 mois tu sais ce que tu as mis en place, et tu n'as pas une logique de tiens j'ai fait un peu ça, un peu ça, un peu ci, et je vois ce qu'il prend. Ouais, et puis tu vois, moi je l'ai fait un petit peu au tout début où je faisais l'audit et je laissais le client se débrouiller. Maintenant, s'il n'y a pas le budget pour qu'on suive quelques mois derrière, je prends pas parce que ça amène à rien. Ouais. Tu vois, je peux te montrer des audits d'il y a 3 4 ans, le site n'a pas bougé en fait. Personne n'a implémenté ce qu'on a dit. Parce que la personne, le client n'a pas le temps, il passe à autre chose. Voilà, donc sur le moment, présentation de l'audit, c'est merveilleux. Ouah, j'ai plein de choses, c'est super. Nan, nan, nan. Puis en fait, il ne suit pas. Alors que si tu les suis tous les mois, ok, on a fait ça, vous en êtes où? Il est où le nouveau contenu là? Il est publié, pas publié? Ok. Les redirections, c'est fait, c'est pas fait. Et en fait, il n'y a que ça, le suivi, comme tu dis, et le planning, un plan, quoi. C'est quoi le plan? Ok, étape 1, étape 2, étape 3. On va te poser la dernière question sur ces belles paroles. Dernière question de la roulette du SEO. Après, on passe à la crème de la crème. On a travaillé tous les trois un petit sujet qui est de la bouillie à l'IA. Est-ce que le SEO a vraiment changé? Donc ça, c'est ce dont on va parler après. Je voulais juste dire un mot parce qu'avant, tu as parlé de Olivier Dufay. Et du coup, je voulais juste, parce que je sais que souvent après les auditeurs, vous nous mettez en commentaire c'est quoi l'outil ou autre. Donc là, l'outil, c'est My Ranking Metrics. Il y a 2 indices. Je l'utilise ça fait quelques temps. Il y a l'indice zombie et l'autre, c'est indice Quality Risk, il me semble, ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, allez tester parce que c'est un bon outil pour savoir à quel point vous avez des contenus à prioriser pour les mettre à jour et autres encore. Et du coup, la dernière question que tu as tirée au sort, qu'on a tirée au sort pour toi dans la roulette, c'était comment est-ce que tu vois le SEO évoluer dans les années à venir? Comment je vois le SEO évoluer? Euh, bah, pour moi, on a un nouveau type de moteur qui est apparu, qui s'appelle les GSE. On se retrouve dans la même époque qu'il y avait Google, Lycos, Co. En fait, on se retrouve avec du Perplexity, du Claude, du ChatGPT, du Grok. Il ne faut pas l'oublier, Grok, on l'oublie trop, je trouve. Et de se dire, peut-être qu'il en restera qu'un. Peut-être que tous les modèles vont exister. Ils vont trouver un modèle économique, puisque le modèle de l'abonnement n'est pas viable, je pense pas. Donc en fait, on va devoir se positionner et être visible sur ces moteurs-là, savoir quel modèle est choisi, comprendre ce modèle. Et en fait, on a globalement les mêmes actions à faire. Donc pour moi, c'est ce que j'appelle les facteurs de ranking, les facteurs de positionnement. On va me dire que le terme positionnement est mal adapté pour les GSE. Oui, c'est vrai, mais j'en ai pas un meilleur aujourd'hui. Le facteur de visibilité, on va dire, le facteur de citation, ce qui fait que tu es tout en haut. Ce qui fait que tu es cité ou mis tout en haut de la liste. Tu es cité en premier ou tu es mis tout en haut de la liste. En fait, ces facteurs-là, c'est exactement les mêmes choses. C'est ce qu'on fait depuis 25 ans, sauf qu'on change les priorités. Avant, on en parlait en 2015 de dire faudrait peut-être aller sur YouTube, faire de la marque et faire de la relation presse. Mais dans ma liste de SEO, c'était tout en bas. Tu vois, on attaquait la RP quand on avait fait du netlinking agressif, qu'on avait du contenu au top, et ça n'arrivait jamais en fait. Tu n'arrivais jamais au bout de ta roadmap SEO. Donc, c'était très, très rare de tomber. Maintenant, il y a des clients, je leur dis, le seul truc qui vous manque, c'est d'aller dans un studio de podcast 1 fois par mois et de vous sortir des shorts et d'allumer Instagram, TikTok et YouTube avec votre podcast et d'en déduire une newsletter et faire une newsletter sur Substack. Et c'est Voilà, du c'est SEO. votre plan. C'est faire du SEO. Ouais, mais c'est pas du SEO, monsieur. Ok, du coup, faites pas si vous voulez. Ouais. Appelez-le comme vous voulez. Et toi, Thomas, tu dis c'est du SEO. Pour moi, c'est du SEO aussi, mais les gens me disent, mais nous, on est venu voir une agence SEO. Et oui, mais ton problème n'est pas lié au SEO. Tout est carré. Ton problème est que ta marque n'est pas assez visible et tu n'as pas montré à cet écosystème global que tu étais vraiment existant et que tu étais le padré du sujet. Donc, voilà, il te manque ces éléments-là. Donc, moi, je pense que le SEO va de plus en plus amené dans les discussions marketing. C'est-à-dire qu'on va être amené à bosser avec des directions marketing, des directions com, du gros marketing. Ça ne va pas être relayé au service en bas, on va être de plus en plus amené comme un peu le canal leader. On va devoir bosser écosystème, on va devoir bosser sur plusieurs moteurs, plusieurs types de moteurs et plusieurs moteurs, et qu'il va falloir vivre 2 ou 3 ans de galère, mais qui est aussi un peu les années pionnières où on peut se dire, celui qui, quand ça sera stabilisé, celui qui aura compris comment ça fonctionne, aura la prestation à vendre, quoi. Donc, c'est pas des périodes hyper faciles, mais voilà un peu ma vision de l'évolution. Et là, aujourd'hui, vraiment focus 100% sur le GSE, c'est une énorme erreur. Il faut continuer à faire du SEO classique parce que c'est encore Google qui paye les factures. Les gens recherchent encore sur Google. Il n'y a qu'à regarder simplement les résultats d'ABC, même des structures ads de Google
Google, de tout ça, voilà, ils sont pas du tout en perte de vitesse, ils sont pas, voilà, ils ont pas encore sorti et déployé leur IA partout, qu'ils arrivent à rivaliser avec du Perplexity. Donc pour moi, on va s'adapter, on va changer nos techniques, nos méthodes de faire, nos facteurs voilà, on va continuer à faire du netlinking, mais on le fera différemment. Donc j'ai un peu, je vois pas l'intérêt de cette vague de GEO là, en disant c'est tout nouveau, on est des experts GEO. Voilà, en fait, oui, il y a des choses nouvelles, mais c'est qu'on s'adapte. C'est intéressant, ouais, cette logique même de continuer de faire ce qu'on fait, mais tu vois, les premiers qui ont été à poster sur LinkedIn ont été les premiers récompensés, les premiers à foutre leur app sur l'Apple Store, pareil, les premiers à aller sur Reddit. Là, et du coup, c'est intéressant, voilà, d'essayer de toucher à tout ça. Et même quand tu regardes sur ChatGPT de manière générale, il y a 2 ans, on était là en mode comment on va créer du contenu avec ChatGPT. Aujourd'hui, c'est comment on va se positionner sur ChatGPT. Et peut-être que dans un an, c'est comment on va faire de la pub sur ChatGPT, comment on va annoncer. Tu vois, ça évolue tellement que. Ouais, ouais, clairement, il y aura une monétisation qui sera lancée derrière. Et je crois à un moment donné aussi que ces modèles-là, parce que ces modèles-là sont hyper puissants si tu donnes de la data, Hmm. et je pense qu'à un moment donné, c'est un peu ce que fait Meta avec WhatsApp. À un moment donné, ces devices vont être intégrés dans des mobiles, dans des appareils. Donc, ça tombe bien, il y a qu'Apple qui a pas son IA, mais on peut imaginer un jour peut-être un mobile Twitter, X, tu vois? Et le mobile, bah, il fonctionne avec Grok et Grok, il t'aide à faire plein de choses. Ça tombe bien aussi, derrière, Android, hein. Donc, on peut intégrer une IA à Android et cette IA pourra t'aider à faire plein de choses, parce elle accédera, ou l'IA de Google. Il y avait déjà eu des Google Phone, ils vont peut-être remettre ça sur le tapis avec du Gemini dedans. J'ai vu un des derniers d'ailleurs, Android. Pour prendre les photos, tu as de l'IA, mais là, on peut imaginer carrément que tout l'appareil, tout le device soit lié et que quand tu as besoin de quelque chose, tu poses une question à ton mobile. Oui, tu avais été au salon de l'agriculture il y a 4 ans, tu avais bien aimé tel hôtel ou tu avais pas aimé parce que tu étais côté rue, tu avais dit que tu aurais bien voulu être côté cour. Ce coup-ci, je vais te réserver un truc côté cour, et le truc, il passe un appel tout seul ou il va sur Booking, ou il passe un appel à la réception. Bonjour, je suis l'IA, assistant de Monsieur Bobier. Voilà, et le truc, il va réserver ta piole pour toi, quoi. Je pense que ça va se finir sur un truc comme ça, tu vois. Mais c'est des suppositions, faut pas tout prendre pour argent comptant, et c'est pas en 2026. C'est pas à pas, ça va venir pas à pas. Oui, bien sûr. Puis il faut avoir confiance, hein. Déjà, bon, on n'automatise pas tout, mais déjà automatiser tes réponses email, mentalement avant de dormir tranquille alors que le truc répondait à des emails, sans sortir des dingueries, parce qu'au début, il a sorti des dingueries, tu vois? Faut du temps. Après, quand tu sais que ça marche, ça va, OK. Mais il y aura plein d'erreurs, plein de problèmes, ça sent les procès de mecs qui vont tromper leur femme à l'hôtel, et que le truc ressorte dans la conversation, «C'est comme quand tu avais trompé ta femme, à l'hôtel Ibis machin, 2 rue des Lilas», tu vois? Ça sent les énormités comme ça, quoi. Comme les problèmes avec les réseaux sociaux au début, où les gens paramétraient mal. Ils avaient tout synchronisé leur Apple, et quand, leur maîtresse envoyait un SMS, ça sonnait dans toute la maison, tu vois? Il y a des trucs comme ça où ça parlait dans toute la maison, les SMS. Même prendre Mais, un influenceur, le faire parler et faire genre qu'il fait de la pub d'un produit qu'il a jamais parlé de sa vie, tu vois? C'est terrible. ouais, vous l'avez vu, les fausses pubs du docteur Raoul, sur, Heu, TikTok? Qui vend du Shibali là, c'est pas quoi, Shibari, je sais pas quoi? Non, moi j'ai pas j'avais vu, vu, non. Les petits flacons noirs là qui ressemblent à du pétrole que tu gobes. ça me dit rien. Ça me dit rien Non, comme bah, en ça. fait, ils ont cloné certainement avec Synthesia, le docteur Raoult là, ou Raoul, je sais plus, et il dit, voilà, «Cette vidéo va sûrement être supprimée, par Macron, et ses amis. Alors si vous tombez encore dessus, lisez bien, écoutez bien jusqu'au bout, et si jamais vous voyez un lien, visitez le site parce que ça va peut-être Mmh. disparaître». Et le gars a un discours, très orienté pour vendre la petite fiole, et en fait, si tu fais pas gaffe, tu pourrais vraiment avoir l'impression que c'est lui. C'est Mmh. très, très, très bien fait, quoi. Donc tu faisais la blague qu'un influenceur vienne sponsor un produit, mais en fait, ouais, tu peux cloner, quelqu'un de mal intentionné peut cloner, et pas les trucs casino mal faits, genre à la Alain Delon, «J'ai donné tout mon argent, suffit de jouer à la roulette à tel casino», tu vois? Ça, c'était mal fait, ça se voyait. Bah, là, franchement, le coup du professeur Raoult, Mmh. c'est vraiment très propre. Mmh. Ouais. C'est un Blague à part. dropshipper qui avait fait ça avec Thibaut InShape sur des produits, je crois des strips que tu mets aux jambes. Ouais, il a repris, on dirait vraiment presque lui qui parle, mais du coup, ni d'Adam ni Ève, il a jamais signé de contrat et tu le vois faire Ouais, la ouais, je suis pas promo d'une étonné. Non, mais je marque. suis pas étonné. C'est ouf, ouais. Ouais, mais site web, mention légale cachée, sur un CMS type Mmh. Shopify, planqué à Dubaï ou en Europe de l'Est, voilà, ça va vendre, hein. Je suis pas étonné. Ouais. Passons à la crème de la crème.
Dernier format de cet épisode, Elliot. L'idée de la crème, c'est de creuser un peu plus en détail un sujet. Aujourd'hui, on a choisi l'IA. Donc, Lucas a annoncé juste avant le sujet de la bouillie, pardon, à l'IA. Est-ce que le SEO a vraiment changé? Bon, on va essayer de pas répéter ce qu'on a dit auparavant, parce qu'on a déjà pas mal abordé ce sujet. Là, actuellement, en gros, ce qui peut être intéressant pour nos auditeurs, ce serait de comprendre un peu des pratiques SEO ou pas, hein, tu peux dire le contraire, qui marchaient auparavant, mais qui aujourd'hui, selon toi, ne fonctionnent plus ou deviennent petit à petit obsolètes. En fait, la bouillie, ça marche toujours. Désolé. Alors, c'est intéressant parce que je vais intervenir dans des épisodes avec Léo Poitvin et justement Romain Pirotte prochainement. Et du coup, Romain avait fait un outil quand il avait Black Hat Money j'ai perdu le nom, je suis très mauvais avec les noms, je suis désolé. WP Generator ou un truc comme ça, il me semble. Exactement, ouais, c'était ça. Et en fait, ça générait de la bouillie. C'était un truc développé par Julien Gadano, si je dis pas de bêtises, Ah ouais, et Vince. Ouais, Vince on rappelle. de chez Linkuma, là, le barbu avec la barbichette qui est un D'accord. super codeur, ouais, qui est un tueur en code et en tech. Et en fait, ils avaient développé ce petit truc de bouillie. La seule chose qui manquait, et je peux le dire maintenant, c'était le corpus sur TextGuru. Et en fait, moi, je leur faisais générer de la bouillie, mais il y avait une section dans l'outil, tu pouvais ajouter des mots et lui dire, bah, utilise ces mots-là. Et en fait, moi, j'injectais le corpus sur TextGuru avec les 3 grammes présents un peu plus de fois. Donc, j'injectais les 1 gramme et les 3 grammes. Et du coup, ça se positionnait hyper bien parce qu'en fait, Google, bon, vous regarderez les confs de Michael Priol sur le sujet, notamment ceux qui sont venus au Grand Rex pour les sauts subites, vous êtes au courant. C'est un peu un moteur, un annuaire inversé. Google regarde les mots que tu vas utiliser dans ton contenu et il en déduit un sujet. Donc, s'il voit Simone de Beauvoir, par exemple, Gustave Eiffel et la ville des Lumières, tu es en train de parler de la Tour Eiffel. Probablement de la Tour Eiffel. Si tu es en train de parler de avocat et de robe, tu parles d'un avocat, tu parles certainement d'un tribunal. Si tu es en train de parler d'un avocat et du guacamole, tu es en train de parler d'une recette de cuisine. Voilà, bref, donc ça fonctionne comme ça. Et en fait, le problème de la bouillie, c'est que tu vas récupérer les mots du top 10, tu vas secouer très fort, en virer d'autres, virer les chaînes de Markov et tout, et essayer de refaire un contenu qui, pour Google, ne paraît pas du spam. C'est illisible à l'être humain. À l'œil humain, quand il lit, c'est illisible. Par contre, pour un moteur, lui, il voit que des mots. Donc potentiellement, ça lui paraît correct. Il voit des verbes, des mots, des points, de la ponctuation, des H1, des H2. Ça paraît bien. Et en fait, c'est vrai que ça fonctionne toujours, sauf que maintenant, il faut vraiment faire attention à ce corpus-là, quoi. C'est-à-dire que, est-ce que les mots sont bien injectés dedans? Alors, le truc qui avant, pourquoi il fallait cloquer? Parce que cloquer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand le moteur arrive, il a un contenu, une page web, et quand l'internaute arrive, il en a une autre. Vu que maintenant le comportement utilisateur est de plus en plus analysé par Google et utilisé par Chrome, donc Chrome qui est un super mouchard pour Google, si l'internaute a une mauvaise réaction, c'est-à-dire qu'il avait tapé, je sais pas moi, où dormir pas cher à Aix-les-Bains, par exemple, et que tu lui amènes sur une page de Booking cloquée pour choper l'affiliation Booking, probablement que l'internaute il va avoir une mauvaise réaction, tu vois. C'est pour ça que maintenant ça marche toujours, mais autant faire une page rédigée avec du contenu IA, ça coûte un petit peu plus cher parce que la bouillie coûtait vraiment rien à générer à part des frais de VPS et tout, mais je veux dire, c'était très peu cher à générer. Maintenant, l'IA a quelques centimes de coût par contenu, et attention, je dis quelques centimes sur un contenu pas travaillé. Si tu fais plusieurs passes, que tu veux réfléchir, que tu veux amener de la data, que tu vas à plusieurs sources de data, que tu veux générer les images, que tu veux aller chercher une vidéo YouTube, la mettre dedans et tout, des fois on frôle l'euro, quoi. Donc ça marche toujours. Par contre, sur ce côté humain, faut quand même trouver quelques parades pour que sur le premier mécanisme de Google, il va te positionner, mais après tu vas redescendre parce que les internautes te donnent un comportement négatif qui dit que le contenu est de mauvaise qualité. Donc du coup, ça redescend parce qu'ils ne scrollent pas, ils lisent pas, ils sortent, tu vois, directement du site, ils reviennent en arrière. Alors, tu as des techniques pour les empêcher de revenir en arrière, les faire tourner sur eux-mêmes et tout, mais ça devient vraiment du black hat dans ce cas-là. Le mieux étant donc de générer un contenu avec l'IA qui est qualitatif, si tu veux, qui parle bien du sujet et qui utilise ce corpus, quoi. Alors moi, je suis team Your Text Guru, vous avez plusieurs outils sur le marché, vous avez notamment notre ami de chez TOT et Serpentic, si je ne dis pas de bêtises, d'Armory. Je crois que Kevin en a fait un aussi, j'ai perdu le nom. Vous avez 2-3 outils sur le marché, choisissez votre paroisse, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je suis en TextGuru parce que j'utilise depuis le début et très longtemps, et c'était le premier outil. Et en fait, ce côté corpus te permet vraiment de détailler à Google de quoi tu parles, quoi, de vraiment bien parler du sujet. Et en plus, tu vois que les mots sont utiles. Alors, il y a des détracteurs de ça qui disent ouais, mais des fois, il va te dire d'utiliser Amazon alors que tu es un concurrent d'Amazon, c'est complètement bête. Bah oui, parce que le premier, c'est Amazon, donc ça scrape Amazon. Utilise pas le mot Amazon, ne sois pas teubé non plus, tu vois. Mets-le pas, et voilà, quand tu relis
avec le sens critique et connecte quand même 2 neurones, tu vois bien que le mot ne peut pas être utilisé, donc utilise-le pas. Et voilà la petite histoire avec cette histoire de bouillie. Donc c'est un peu le même concept entre de l'IA et là maintenant, sauf que l'internaute, comme il doit lire, bah, en fait, Google regarde le comportement, quoi. Ça, c'est un super point que tu as souligné. C'est ce qui est beaucoup ressorti dans le procès Google et dans les leaks. Et j'aimerais que tu en parles un peu plus en détail parce que je pense que tu connais très bien le sujet. Donc, c'est le sujet un peu autour de NavBoost, hein, qui est en gros cet algorithme de Google qui va observer le comportement utilisateur sur une page. Et à partir de là, ben, il va classer ou mettre à jour un petit peu les résultats de recherche. Est-ce que tu as des conseils du coup sur ce qui marche sur ça, sur ce que tu peux faire? Parce que tu vois, finalement, cette expression optimiser l'expérience utilisateur, bah, parfois c'est difficile pour nos clients ou autres de bah, ok, mais moi je fais quoi pour faire ça, tu vois? Est-ce que tu as des conseils un petit peu de comment Ouais. prendre ce sujet-là? Ouais, parce que c'est comme faire un contenu de qualité. Tu vas avoir une bonne expérience, c'est un peu pipeau, c'est le truc que tu dis quand tu connais pas ton sujet, en fait. Tu dis: «Ah, il faut faire du contenu de qualité, monsieur». Mais c'est nul. En fait, on entend par contenu l'ensemble des blocs qui s'affichent à l'écran. C'est pas que le contenu, ça veut dire c'est pas que le texte HTML ou le texte, pardon. C'est les images, le header, le footer et attention, la plupart des fois, 80 de vos internautes viennent sur mobile, utilisent leur mobile. Donc regardez votre site en mobile et comparez-le par rapport au top 3. Bah, des fois, vous allez vous apercevoir votre logo est trop haut, votre bannière est trop large, on ne comprend pas ce que vous faites exactement. Vous arrivez, c'est des champs de recherche et de classification alors que le client voudrait voir des produits. Vous avez mis 10 produits par page et vous avez 82 pages. Alors qu'en fait, il faudrait mettre un scroll infini avec vos 500 produits. Parce que le mec, il est dans le tram, il est en train de scroller, il ne veut pas cliquer sur des pages et attendre que ça reload à chaque fois. Il veut dérouler ses produits. Bah, en fait, c'est ça l'expérience d'utilisation. Pour des e-commerce, je vais un peu de vous citer les grandes catégories, mais regardez ce qui se passe chez Amazon, CIB, chez Mano Mano, et c'est du bon sens intellectuel, quoi. Tugan Barra parle souvent du bon sens paysan, mais oui, bon sens paysan, putain, voilà, réfléchissez. Soyez un utilisateur, baladez-vous sur votre site en tant qu'utilisateur. Si ça vous saoule, ça saoule votre prospect et votre client. Et un autre point, c'est que là maintenant, il y a eu la mode parce qu'on peut coder des widgets avec l'IA, donc tout le monde code des widgets avec l'IA. Une recherche est un problème, c'est une douleur. Quand l'internaute arrive sur votre site, il est là pour résoudre une douleur. Alors quand je dis une douleur, calmons-nous, mais achat chaussures roses, bah, ma douleur, c'est que j'ai pas de chaussures roses et que je voudrais en trouver. Donc tu dois être le meilleur pour lui proposer la paire de pompes. Qu'est-ce qui peut aider l'internaute? C'est comment tu l'aides? Bah, c'est de lui proposer des produits. OK. Si demain, je tape audit SEO dans ma ville, c'est ce qu'a fait Abondance, par exemple. Vous irez sur sa page audit SEO, elle est vraiment bien travaillée. Laura en parlait sur LinkedIn récemment. Bah, en fait, on te propose de simuler différents critères et de savoir combien coûte ton audit. Bah, c'est vrai que c'est une question que tu te poses. Quand tu tapes derrière audit SEO, il faut comprendre, est-ce que j'ai besoin de faire un audit SEO? Combien ça va me coûter? Combien de temps ça prend? Et ben en fait, au bout de quelques questions, tu as toutes ces réponses. Donc, on te demande quelle taille fait votre site, avez-vous déjà bossé avec une agence, ceci, cela, combien de produits vous avez, vous êtes un e-com, pas un e-com, machin, et on peut te répondre facilement, avec de l'IA bien évidemment derrière, ou même des fois sans, avec juste des process PHP et tout, de te dire voilà, euh, on estime que ça va coûter 3 722 €, ça va nous prendre 7 mois parce que tu es connecté au planning de tes consultants et tu peux savoir quand est-ce que le mec pourrait bosser dessus en temps réel. Tu peux même mettre un petit coup de FOMO urgence côté copywriting, de dire il n'y a plus que 2 places avant 3 mois. Ou si vous commencez dès lundi en signant maintenant, tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi du SEO. C'est ce côté aussi, comment je le fais signer maintenant, expérience utilisateur, c'est ça. C'est pas que je renseigne le mec avec mon article de 5000 mots formaté avec des H1, des H2 et des H3 et des bullet points et des tables et une vidéo YouTube. Et ça y est, j'ai fait mon expérience d'utilisation. C'est bon, patron, j'ai bossé, tu vois. Mm. C'est vraiment de se dire comment je résous le problème. Ça peut être un formulaire, ça peut être un widget. Des fois, c'est pas un widget, tu vois. Donc en fait, c'est vraiment que font mes concurrents. Regardez ce qui se passe dans des thématiques proches, ce que font les autres sur le même genre de thématique, sur le même genre de sujet, mais de vous inspirer. Et c'est pas tout le temps la même réponse. C'est ça qui est compliqué en fait. Le Your Text Guru, et j'ai pas creusé, mais a un côté, est-ce que l'intention est bonne ou pas? C'est très très compliqué à automatiser comme process parce que faut se baser sur ce que les concurrents ont fait, mais des fois les concurrents n'ont pas bien fait. C'est juste que comme tout le monde est nul, bah en fait le premier c'est le moins nul de tous. Mais si un jour quelqu'un arrive avec un truc un peu révolutionnaire, tu sais, il ne faut pas oublier, c'est la calculette dans les années 2000. Moi, quand j'ai fait la SHL, la SO High Level en 2015 ou 2014, je ne sais plus, l'exemple qui était donné, c'était déjà l'œuf à la coque. Parce
qu'en fait, quand tu tapes œuf à la coque, ce que tu veux, c'est la durée que tu laisses ton œuf en train de bouillir, tu vois. Donc en réalité, c'était un timer. Donc c'était un pauvre timer il n'y avait pas les mobiles 2014-2015. Donc tu allais sur ton PC ou sur ton téléphone, mais tu n'avais pas le timer de ton téléphone ou peu de gens l'utilisaient. Donc du coup, tu lançais le truc, ça faisait c'était bon, c'était prêt, t'enlevais ton œuf, tu vois. Bah, le mec a été premier et avec un site, c'était un site d'une tronche de Minitel, le truc. Il était horrible, il était moche, mais il est resté premier des années. Tu prends maintenant Brut en net. Bah, le site web, c'est l'EMD, il a tellement l'habitude d'être utilisé par les gens que quand tu leur mets un site plus beau, mais où ils n'ont pas l'habitude, ils continuent de cliquer sur le premier. Donc en fait, même quand il est en rade et qu'il redescend ou que les autres signaux, bah, les utilisateurs remettent premier parce qu'ils ont l'habitude d'aller cliquer là-dessus. C'est ça aussi l'expérience d'utilisation. C'est de se dire, bah ouais, des fois, ma marque, mon branding fait que je ne suis pas utilisé depuis 10 ans. La calculette aussi, pour citer un dernier exemple, hein, la calculette de meilleur taux ou je les oublie tous, mais des rachats de crédit, bah, à un moment donné, dans le rachat de crédit, bah oui, ce que tu veux savoir, c'est si on rachète mon crédit, combien je gagne. Donc c'est 3-4 lignes avec 3-4 boutons à jauger, à mettre et puis calculer. C'est pas, qu'est-ce que le rachat de crédit, comment fonctionne le rachat de crédit, qui a le droit au rachat de crédit, tu vois ce que je veux dire. Comme pizza quoi. Pizza Bordeaux, tu veux pas qu'on te raconte l'histoire de l'anchois, comment l'anchois est arrivé dans la vie et qui a cueilli la première tomate. Est-ce que c'est Ève ou Adam qui a mangé la première pomme ou la première tomate, tu vois. Tu veux juste qu'on te donne un numéro de téléphone à appeler pour manger une putain de pizza à Bordeaux, quoi. Et ben voilà, quand tu as compris ça, tu as compris la partie UX, quoi. Et tu vois, même achat chaussures roses, là, l'exemple que tu disais, tu vois, on va dire un e-commerce qui veut se placer là-dessus, c'est aussi avoir une bonne expérience utilisateur, c'est avoir les bons produits. Admettons qu'au cœur de l'été, tu tapes achat chaussures roses et tu arrives sur un site où c'est que des chaussures en fourrure rose. Bah, à mon avis, c'est pas un site qui va rester bien ranké pendant longtemps. C'est logique. Parce que la programmatique SEO, il y a pas mal de techniques pour faire ces mots-clés un peu longue traîne, mais souvent les URL ne sont pas adaptés derrière. Donc en fait, les produits qui sont sélectionnés sont un peu comme Cdiscount avait fait à un moment donné. Tu tapais Nicolas Sarkozy, c'était Cdiscount, mais en fait, tu avais le bouquin de Sarkozy et tout le reste, c'était des produits qui n'étaient pas intéressants. Donc en fait, sur du SEO avant 2020, certainement qu'il reste, vu que Cdiscount a tellement de patates. Mais après, le signal utilisateur fait redescendre tout le monde. Ouais, super intéressant. Putain, on pourrait parler pendant des heures de tous ces sujets, mais on voit le temps qui débarque. On s'est dit qu'on allait essayer de faire un épisode concis. C'est toujours compliqué sur... Avec moi, c'est très dur de faire des concis. Et du coup, ben, ça tombe bien parce que mine de rien, on arrive quand même à la dernière question de cette crème de la crème. Pour finaliser un petit peu, englober pour toutes les personnes justement qui sont un peu dans ce FOMO LinkedIn, tiens, est-ce qu'il faut que je fasse du GEO, est-ce qu'il faut que je continue le SEO classique? Là, on va essayer de mixer les deux. Si je te posais la question, comment aujourd'hui tu pourrais combiner au mieux SEO et IA, quel conseil tu pourrais donner à l'audience qui nous écoute, qui n'est pas forcément experte SEO, mais qui est un peu plus débutant? Qu'est-ce que tu dirais? Je continuerai de faire du contenu sur mon site, mais du contenu qui est recherché sur le moteur, c'est-à-dire des requêtes tapées sur Google. Je séparerai vraiment arrêter cette mode de créer du contenu dans tous les sens, parce qu'on a demandé 20 titles sur le sujet machin à ChatGPT qui nous a sorti 20 idées. Bah non, en fait, 20 contenus nuls sur une machine à laver, c'est quand même du contenu nul, quoi. Et les questions sur une machine à laver, la réponse à donner sur cette intention de recherche, c'est un e-commerce qui vend des machines à laver. Voilà. Donc, vraiment se dire, OK, un moteur de recherche, c'est parce que des gens ont tapé une requête, je ne crée du contenu SEO que si les gens ont tapé cette requête. Premier point. Deuxième point, j'irai bien bosser mes contenus FAQ à propos et créer des articles de blog sur ma marque. Interview du directeur marketing, monsieur machin ou Robert machin de telle marque. Pourquoi, je vais reprendre l'exemple de Darty. Pourquoi Darty a un SAV en or? Combien il y a de magasins dans le monde chez Darty? Tu vois, vraiment des FAQ crawlables par les IA ou crawlables par un autre crawler, mais faciles, qui répondent et qui donnent la data clairement. Tu vois, c'est quoi les critères d'évaluation de mon persona quand ils veulent acheter un produit ou sur du SAV? C'est le délai de réponse. On l'indique très clairement. En moyenne, les gens répondent. En moyenne, notre SAV support répond en 47 minutes au téléphone. Tu vois, j'en sais rien. Donc, c'est de retravailler vraiment ce contenu qui est quelles informations, comme si un peu l'IA, Mathieu Chapon avait une très bonne analyse, une très bonne formulation qui était de dire nous, on est des lobbyistes. Les SEO, on est des lobbyistes et l'IA, ChatGPT, Claude Perplexity, c'est le vendeur chez Darty. Et en fait, les clients, ils arrivent chez Darty, ils rentrent dans le magasin, ils ont accès à tout un tas de marques. Toi, tu es Liverpool ou tu es, je sais pas les marques, ou tu es Bectra ou je sais pas quoi, Becta,
Beck, non, je ne sais plus les marques. Tu es la marque numéro un et tu dois donner le max d'infos au vendeur pour que ce vendeur-là donne et convainque le prospect, le visiteur que c'est toi, ta marque de machine à laver la plus pertinente. Hmm. Donc, en fait, il faut fournir tous ces datas-là. Ça, c'est sur le on-site. Évidemment, je ne répète pas la partie technique parce qu'elle est évidente. Il faut être crawlable par tous les crawlers. Donc, il y a de plus en plus de crawlers qui vont venir vous voir. Donc, il va nous falloir des serveurs qui tiennent de plus en plus la charge et qui ne tombent pas en cas de conflit entre plusieurs crawlers qui viendraient de manière agressive vous voir. Et la dernière étape, c'est en termes de netlinking. Il faut toujours cette puissance, cette page rank pour Google parce que sur la SERP un peu traditionnelle, c'est le page rank qui joue encore. Donc, il faut du netlinking, un peu à l'ancienne, hein, du lien. Mais il faut surtout des bases de citation sur le web, donc un maximum de sites qui donnent l'information. Donc, au lieu de créer des contenus sur qu'est-ce qu'une machine à laver, une machine à laver, avantages, inconvénients. Comment mettre une machine à laver dans un appartement de 5 mètres carrés? Comment mettre une machine à laver dans un appartement de 10 mètres carrés? Et ainsi de suite. Faire des trucs, du netlinking, ok, je vais poser un lien sur l'article, ça va être interview ou quelle est la stratégie de Robert Machin, directeur chez telle marque pour les 2 années à venir? Ou comment Robert Machin anticipe les plaintes des clients sur le sujet de l'obsolescence programmée? J'en sais rien. On va positionner un lien, mais on va aussi donner de la data parce que toutes ces URL-là vont à un moment donné être dans le dataset des IA. Elles vont être à un moment donné utilisées pour ressortir de la data. Dans le meilleur des cas, des fois, elles seront peut-être inconnues par les IA, mais il faut aussi se servir de ces moyens, de ces canaux de communication pour fournir de l'info. Et ma dernière étape, c'est toutes les autres bases de données qui sont les réseaux sociaux et les forums. N'oublions pas que sur les forums, c'est de la data UGC. Les IA adorent cette data UGC, User Generated Content. Pourquoi? Parce qu'elle est un peu modérée. Si tu dis des dingueries sur Reddit, on va rapidement te tomber dessus ou tu vas être modéré, tu vois. Donc en fait, c'est une data quand même un peu fiable, entre guillemets. Et toute l'analyse, c'est de se dire, ok, comment je prends la parole sur YouTube, sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, sur tous ces réseaux-là qui vont être crawlés, si ce n'est pas le cas aujourd'hui pour tous, qui vont être crawlés. Et en fait, c'est le côté répétitif de ton information qui fait qu'à un moment donné, ça va ressortir côté IA. Parce que tu l'as tellement dit partout, tellement de fois, ça doit ressortir, tu vois, statistiquement. Ouais, Voilà mon plan. super intéressant. Ce que tu as dit là aussi, qu'effectivement, aujourd'hui, c'est plus qu'une question de faire du contenu éducationnel, mais effectivement, c'est de driver et de faire un peu plus de lobby, tu vois. Pourquoi, je sais pas, Planet Toaster est l'hébergeur le plus fiable aujourd'hui, ou pourquoi telle marque, et ben, tout ce que tu vas engendrer sur ces contenus qui te concernent, les interviews dont tu parlais, forcément, ça va être utilisé dans les corpus et ça va être dit. Et puis pareil, les réseaux, tu vois, mais puis je l'ai vu, c'est quelque chose comme ça que j'ai vu clairement et que je peux donner aujourd'hui. Ça fait un moment que je suis du netlinking pour PlayPlay et tu vois, on a plein d'outils gratuits. J'en parlais tout à l'heure, AI Subtitle, AI VoiceOver. Et avant, je regardais toujours, du coup, sur Google, je tapais toujours Best AI Subtitle Tool. Et depuis, allez, 3 à 4 mois, maintenant, dans le top 3, tu as toujours Reddit sur toutes les verticales d'outils gratuits. T'as toujours maintenant un... Parce que tu as quelqu'un qui a créé un sujet, Reddit est bien vu par Google, ils ont plus ou moins un deal avec eux et c'est une data qui est de qualité quand même. Elle répond à la question en fait. C'est ça. Et donc, ouais, c'est des sources sur lesquelles, de plus en plus, faut y aller, faut s'y intéresser. Et puis, c'est des choses qui fonctionnent. Tu peux te faire ban aussi vite que tu es arrivé sur Reddit. Donc, Ouais, et puis chauffer, complètement, mais en même temps, on parle de contenu de qualité. Alors oui, Reddit, il est un peu moche, mais le contenu, il est de qualité puisqu'il Ah ouais, est tenu à jour régulièrement. Il est donné par plusieurs personnes qui ont plusieurs sources. Il est quand même impartial, mine de rien, c'est clair. et il t'aide vraiment à faire ton choix. Donc que demande le peuple? Tu sais, c'était quand il y a certains e-commerçants, quand ils génèrent des fiches produits, tu utilises les retours Amazon pour générer ton descriptif produit et ton explication, ton contenu que tu mets sur le produit. Parce que tu as les points positifs et négatifs des vrais utilisateurs. Donc, c'est une super data, en fait, c'est les commentaires que vous avez sous les produits YouTube. Et, et, euh, et en fait, voilà, c'est un contenu de qualité. Et tu vois, je parlais des méthodes tout à l'heure, juste rapidement. On dit, ouais, mais on réinvente. Maintenant, on va faire du je sais pas quoi Reddit. Là, j'ai vu un nom passer où c'était limite du SEO Reddit, tu vois. Mais en fait, spammer les forums, faire du ninja linking, c'est là depuis 2010. Ouais. De créer plusieurs comptes, de s'auto-répondre entre les comptes, d'avoir des dates de publication, d'aller commenter d'autres sujets avant de commenter le tien pour pas te faire ripper le compte, d'aller faire du netlinking entre tes sujets pour que toi, ton profil utilisateur, il soit maillé sur plein de sujets, et ainsi de suite, de mettre une vraie photo de ceci, cela. C'est depuis 2010 que c'est là. C'est juste que c'est une technique qui, par rapport au blog et aux plateformes de netlinking, était un peu redescendue aux priorités parce que ça a du mal à tenir quand même
dans le temps, ça nécessite de l'entretien et ça prend du temps, donc ça a un coût. C'était moins cher d'acheter 20 € ou 30 € ou 40 € un lien de même niveau de pouce, j'ai envie de dire. Mais bah, ça va revenir avec Reddit. On va se remettre à spammer du Reddit, du Wikipédia et du Wikidata. Rien n'a changé, c'est juste nos priorisations qui ont évolué finalement. Moi, je suis persuadé de ça, ouais. Mmh. C'est mon point, c'est vraiment de dire, bah, tout ce que vous me parlez de votre GEO là, vos trucs nouveaux, en fait, il y a rien de nouveau. C'est des trucs qu'on fait depuis 10 ans. C'est juste que les priorisations changent. Je suis d'accord sur le sujet. Les RP, on n'a jamais eu le temps de le traiter en 2015 avec un client parce qu'il y avait tellement de plaintes sur la poche en SEO que, effectivement, maintenant les RP, je les remonte un peu quasiment au même niveau que mon netlinking. Même les pages auteurs vérifiées, tu vois, avant, tu avais plein de éditions, Ouais. ils disaient: «Allez, on s'en branle, on va pas mettre de page auteur ou autre». Maintenant, on a un sujet expert, on veut un expert avec une belle page auteur, ses réseaux Mmh. sociaux, et cetera, et plus c'est trusté, bah, ça a un point aussi, presque comme du netlinking, tu vois? D'avoir un mec hyper expert qui écrit sur un sujet dont il est expert, Complètement. ça a son importance. C'est logique. L'IA, quand elle va crawler tout ça, va lier ensemble les identités. C'est une histoire de 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 proximité sémantique où, bah, OK, si cet auteur-là, il est hyper spécialisé dans une thématique, il va ressortir plus souvent. Ouais. J'ai compris et Google marche par entité, il a compris que tel auteur, c'est tel profil LinkedIn, c'est tel auteur de tel livre qui a bossé avec telle personne et qui a fait tel ça. C'est les coups de notre Brad Pitt sur le Knowledge Graph de Google. Mmh. Brad Pitt a tourné avec telle actrice dans tel film, il a été marié avec telle nana, elle, c'est la fille de temps et tu peux faire une map infinie là-dessus. Mais en fait, voilà, et c'est Damien Handel l'explique très bien avec, Sylvain Doré. D'ailleurs, Sylvain fait une conférence au SEO Summit sur ce sujet-là des entités nommées. Mais ça, les entités nommées, c'est un concept, ça c'est Jason Barnard en 2016 au SEO Camp. Donc venez pas me dire que c'est encore des trucs nouveaux. Bah nickel, bah, je pense que c'est une bonne phrase de conclusion. Merci beaucoup Elliot d'être venu, merci pour tous ceux qui nous ont écoutés. Pensez à vous abonner, mettre un petit commentaire, 5 étoiles bien sûr, ça va de soi, ça nous aide, on le demande pas souvent mais ça nous aide beaucoup. Et ben merci à tous les deux en tout cas et à très vite. Et ben, merci à vous 2 pour l'invitation et puis, si vous avez des questions, hein, posez-les en dessous de la vidéo, je passerai un petit tour régulièrement pour y répondre.